Carl Jung n'était pas seulement un psychologue. Il était un pionnier dans la compréhension des profondeurs cachées de la psyché humaine. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il ne limitait pas la psychologie aux comportements observables ou à la pensée rationnelle. Jung voyait la psyché comme une entité vivante, complexe, inséparable de la dimension spirituelle de l'existence. Il ne considérait pas la spiritualité comme une superstition ou une illusion, mais comme une expression fondamentale de l'expérience humaine, profondément tissée dans la structure de l'inconscient. Jung croyait que la vie n'est pas une suite d'événements dénués de sens, mais un processus guidé par des forces au-delà de la perception de l'ego. Ce que nous appelons le destin est souvent le déploiement de schémas psychologiques cachés qui cherchent à s'exprimer. Pour lui, le monde extérieur n'est pas séparé de l'intérieur, mais un miroir reflétant les mouvements les plus profonds de l'âme. Quand on se pose la question de savoir pourquoi l'univers refuse un amour, cette perspective change tout. Si le monde qui nous entoure n'est pas aléatoire, mais profondément interconnecté avec notre réalité intérieure, alors un amour qui est sans cesse entravé n'est pas simplement un malheur. C'est un phénomène porteur de sens, une révélation qui, bien que douloureuse, peut être essentielle à un processus plus vaste. Il y a des moments où la vie semble nous pousser vers quelqu'un avec une force qui semble indéniable. Tout en nous reconnaît cette personne, et pourtant, malgré l'intensité de la connexion, quelque chose empêche son accomplissement. Des obstacles surgissent, le timing s'effondre, les distances s'élargissent. Encore et encore. Une même force invisible semble repousser cet amour. Jung ne croyait pas aux coïncidences dépourvues de sens. Il comprenait que les événements du monde extérieur révèlent souvent un mouvement inconscient qui se déploie en nous. Quand un amour est sans cesse refusé, quand les portes se ferment avec une précision troublante, ce n'est pas juste un accident. C'est un schéma, et les schémas ne sont jamais dénués de sens. Un amour refusé ne concerne jamais seulement une autre personne, c'est une rencontre avec les forces plus profondes qui façonnent notre chemin. La vraie question n'est pas « pourquoi cela arrive-t-il ?» mais « que révèle-t-il ?» C'est ici que la synchronicité devient essentielle. Jung voyait certains événements, surtout ceux qui défient toute explication, comme des manifestations d'un ordre sous-jacent dans la réalité. Quand un amour est perdu, et pourtant les signes autour de nous semblent murmurer son sens, nous devons nous demander, et si ce n'était pas un obstacle? Et si c'était un message? Quand un amour est refusé, l'esprit cherche des explications. Était-ce un mauvais timing? Une erreur? Une leçon? Mais certains dénouements n'offrent pas de clarté. Ils laissent donc plutôt une présence étrange, comme si l'histoire refusait de se clore complètement. Le passé persiste, pas seulement dans les souvenirs, mais dans quelque chose de moins tangible. Un schéma de signes qui semble attirer l'attention sur ce qui a été perdu. Jung appelait ce phénomène la synchronicité, l'alignement d'événements extérieurs avec des réalités intérieures, d'une manière trop précise pour être rejeté comme un hasard. Contrairement aux coïncidences ordinaires, les synchronicités portent un poids, une timing, une présence qui exige d'être reconnue quand un amour a été perdu, mais continue d'échoir à travers la vie de manière inattendue. La question n'est plus de savoir si la connexion existe encore, mais sous quelle forme. Parfois, ces moments arrivent subtilement, un nom entendu dans une conversation sans rapport. Un livre qui apparaît juste quand son message est le plus nécessaire. Un lieu autrefois partagé devenant soudain incontournable. Ces occurrences ne s'imposent pas à la conscience, mais elles refusent d'être ignorées. Elles créent une sensation que la réalité elle-même répond, façonnant les événements d'une manière à la fois personnelle et mystérieuse. D'autres fois, les signaux sont indéniables, un rêve qui ramène un détail oublié, une séquence de nombres répétitifs qui n'apparaît que lorsque les pensées dérivent vers le passé. Une lettre écrite mais jamais envoyée, refaisant surface des années plus tard, comme si l'univers l'avait gardée en attente. Ces expériences définissent la logique, mais elles portent une précision troublante qui suggère que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Jung comprenait que l'inconscient communique par des symboles, pas par des mots. Quand quelque chose réapparaît sans cesse, ce n'est pas aléatoire. C'est un message qui cherche à être reconnu. Un amour qui a été refusé, mais refuse de s'effacer, ne demande peut-être pas à revenir. Il révèle peut-être quelque chose d'inachevé, d'invisible, qui doit être intégré avant que le chapitre ne puisse vraiment se clore. Certains ignorent ces signes, les rejetant comme des tours de l'esprit. D'autres se sentent piégés par eux, prenant leur présence comme une preuve que l'amour doit être ravivé. Mais la synchronicité n'est ni une promesse ni un ordre, elle ne dicte pas une action, elle exige de la conscience.
L'inconscient parle toujours, mais peu écoute. Et encore moins comprennent que ces signes ne concernent pas l'autre personne. Ils parlent de ce qui reste irrésolu en soi. Ignorer la synchronicité, c'est manquer une opportunité. La psyché ne gaspille pas son énergie à envoyer les mêmes signaux sans raison. Si certaines images, souvenirs ou événements reviennent avec insistance, ils ne te ramènent pas vers le passé. Ils te poussent vers la compréhension. Le sens n'est rarement immédiat, mais il n'est jamais insignifiant. Ignorer ces schémas ne les efface pas. Plus on leur résiste, plus ils se manifestent avec insistance. Il y a des moments où la vie semble insister pour se faire entendre, parlant à travers des événements plutôt que des explications. La question n'est pas de savoir si ces signes ont de l'importance, mais si l'on est prêt à reconnaître leur présence. La présence de la synchronicité dans les moments de perte suggère que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Un amour qui disparaît, mais continue d'échoir à travers la vie, n'est pas seulement une histoire de séparation, c'est une confrontation avec les forces invisibles qui façonnent la croissance personnelle. Si ces schémas ne sont pas aléatoires, alors qu'est-ce qui les guide? Jung croyait qu'au-delà des désirs fugaces de l'ego, il y a quelque chose de plus, le soi, le noyau de la psyché, qui déplace les événements dans une direction que l'esprit conscient ne comprend pas encore. Tout ce que le cœur désire n'est pas destiné à être. Le soi ne fonctionne pas selon les désirs, mais selon la plénitude. Alors que l'ego court après le confort, l'accomplissement, la certitude, le soi se préoccupe d'un chemin plus grand, qui exige souvent des détours, des obstacles, voire des chagrins d'amour. L'expérience d'un amour refusé ne concerne pas seulement la perte d'une autre personne, elle concerne le décalage entre ce qui est consciemment voulu et ce qui est inconsciemment nécessaire. Certains amours arrivent comme des révélations, remodelant tout ce qu'ils touchent. Ils éveillent quelque chose d'enfoui, remuant des émotions autrefois dormantes, puis, sans prévenir, ils se dissolvent. La perte semble injuste, comme si quelque chose d'essentiel avait été pris avant de pouvoir se déployer pleinement. Mais le soi ne prend pas sans raison. Quand un amour est refusé, malgré sa profondeur, c'est souvent parce qu'il détournerait de ce qui est le plus nécessaire pour l'individuation. Il y a une partie de la psyché qui voit au-delà de la douleur temporaire. Le soi ne rejette pas l'amour arbitrairement. Il redirige. Ce qui semble être une perte peut être une protection. Un amour qui semble parfait en surface peut, de manière invisible, éloigner l'âme de sa véritable voie. L'esprit conscient cherche à comprendre, mais le soi parle un autre langage, non pas celui des explications, mais celui du mouvement, façonnant les circonstances d'une manière qui ne devient claire qu'après coup. Résister à cette guidance est naturel. L'ego insiste que ce qui est cété et voulu doit être juste. Il lutte contre les barrières, convaincu qu'elles doivent être surmontées, mais quand les mêmes portes se ferment à répétition, quand la même relation ne peut tenir malgré tous les efforts, une volonté plus profonde est à l'œuvre. Le soi n'a pas besoin de permission pour intervenir. Il agit en alignement avec quelque chose de plus grand. Même lorsque ce mouvement ressemble à une perte, un amour qui est sans cesse refusé n'est pas seulement un événement extérieur. C'est un reflet de l'architecture intérieure de la psyché. La tension entre le désir et l'évolution. Quand le soi dit non, ce n'est pas de la cruauté, c'est un acte de direction, poussant l'individu vers quelque chose que l'esprit ne comprend pas encore. La question n'est pas de savoir si le soi parle, mais si l'on est prêt à écouter. L'absence d'amour arrive souvent discrètement, mais elle bouleverse tout ce qu'elle touche. Elle ne laisse aucun espace pour se préparer, aucun temps pour que l'esprit érige des défenses. Un jour, l'amour est là, emplissant les espaces de la vie ordinaire de chaleur. Le lendemain, il disparaît, laissant derrière lui un vide silencieux, persistante. Rien ne semble changer extérieurement, mais à l'intérieur, tout semble différent. Inconnu, incomplète. Jung a nommé ce processus de cheminement vers la complétude l'individuation. L'individuation ne commence pas quand tout semble sûr, confortable ou parfaitement aligné. Elle commence précisément au point d'absence, quand une personne doit affronter ce qui reste une fois l'amour retiré, le soi. Dans sa sagesse silencieuse, permet cette absence non comme une punition, mais comme une invitation à grandir au-delà du confort du familier. Au début, l'absence semble impossible à accepter. Elle crée une tension intérieure, un besoin urgent de comprendre, de résoudre, de récupérer ce qui a disparu. Les souvenirs ressurgissent sans invitation, chacun amplifiant le sentiment de perte. Les lieux qui apportaient autrefois de la joie deviennent des rappels de quelque chose qui manque. Les amis offrent du réconfort, mais leurs mots ne peuvent atteindre les parties plus profondes qui restent sans réponse, irrésolues.
La vie avance extérieurement, mais intérieurement, quelque chose refuse de progresser. L'individuation prospère précisément dans ces espaces de pause intérieure, là où il y avait autrefois une connexion, il y a maintenant la solitude, et dans cette solitude, des aspects du soi, cachés par la relation, se révèlent. Les peurs, autrefois adoucies par l'amour, semblent soudain plus aiguës, les schémas de comportement, autrefois excusés par la compagnie, se dévoilent pleinement, exigeant reconnaissance et transformation. La personne que l'on est devenue dans cet amour commence à se défaire, comme une vieille peau, laissant place à quelque chose de brut, d'incertain, mais authentiquement vivant. Il serait peut-être plus facile de combler le silence immédiatement, de se précipiter vers un autre amour, une autre distraction, une autre manière d'adoucir l'inconfort. Mais l'individuation ne se déploie pas dans la distraction, elle se déploie en affrontant le vide. Elle demande de la patience et exige de l'honnêteté. Chaque moment passé seul avec l'absence révèle une autre partie du soi qui avait été négligée, oubliée, lentement. Ce qui commence comme un sentiment de vide se transforme en autre chose. Il devient clair que ce qui semblait être une perte était, en réalité, une invitation à se reconnecter avec soi-même d'une manière impossible dans le confort de l'amour. L'individuation n'est pas le processus d'effacer l'amour de la mémoire, mais de comprendre qui l'on est au-delà de lui. Un amour refusé n'est pas simplement quelque chose de retiré. C'est aussi une chance de réclamer une profondeur de connaissance de soi que l'amour seul n'aurait jamais pu offrir. Le chemin à travers l'absence exige une volonté de rester ouvert. Même lorsque l'instinct est de se fermer, la perte d'amour n'est pas facilement acceptée, car elle semble porter une accusation. Quelque chose en soi n'était pas assez. Mais l'individuation change cette perspective. L'absence ne reflète pas une insuffisance. Elle met en lumière des aspects du soi qui appellent à la croissance, à l'attention, à la reconnaissance. Elle détourne l'attention de la validation extérieure vers la vérité intérieure. Cela n'efface pas la douleur, ni ne promet une clarté immédiate. Cela offre du sens. Cela redéfinit la manière dont l'amour lui-même est compris, non comme un prix à gagner ou à perdre, mais comme un reflet du soi. Dans cette redéfinition, l'absence devient un professeur. La solitude, autrefois résistée, devient lentement quelque chose de nécessaire, de précieux, voire de sacré. Ce qui commence comme un vide se termine par une révélation. L'individuation, dans sa manière silencieuse, transforme la perte en compréhension, l'absence en présence, non pas la présence d'un autre, mais la présence de soi, entier et complet, peut-être pour la première fois.